J'aime beaucoup cette image parce qu'elle est complexe. On voit qu'on est à Cuba puisqu'il y a écrit Fidel. Il y avait toujours des caricatures, des dessins partout sur les murs. Ou des slogans. Et puis, il y a un homme qui allume sa cigarette avec un chapeau, un autre chapeau. Des gens qui apparaissent avec peau claire, peau noire, un qui regarde ailleurs. Et puis des gens qui arrivent par le fond, ce qui donne non pas une profondeur de champ, mais une profondeur d'image. Ça, c'est le type d'image que j'aime. Et puis, au-dessus de moi, Fidel Castro, qui avait accepté de m'accueillir dans un petit restaurant au bord de l'eau. Et je lui ai demandé de s'asseoir devant des pierres que j'avais vues, que j'avais repérées. Et j'étais très frappée parce que, bonhomme comme ça, avec les mains sur les genoux, comme un type assis sur sa chaise devant sa porte, et puis il regarde, il est beau, il est droit. Et je pense que cette image, pour moi, c'est Fidel Castro aux ailes de pierre. On peut le commenter comme on veut. Ici, nous sommes à la galerie de photographie. Mais il y a aussi des cinémas, et ils sont d'ailleurs tout à côté. Cinéma 1, Cinéma 2, où Sylvie Prat a voulu montrer ce que j'avais fait de toutes ces images. Donc, Salut les Cubains sera projeté 1 ou 2 fois, je pense. C'est d'ailleurs projeté ici même dans la salle. Quand les gens visitent les images, il y a une grande projection très belle du film qui passe presque en muet, à part qu'il y a un banc là et des douches sonores, c'est un truc. Ce qui fait que quand vous êtes sous la douche, vous entendez le film, et un peu plus loin, vous ne l'entendez pas. Donc, Va pour les Cubains, que j'ai aimé rencontrer, parce que c'était une révolution très active, très joyeuse, très entraînante, je dirais. Mais c'est drôle de se retrouver là, parce que moi, je me rappelle quand on a construit le centre ici, il y a l'architecture extraordinaire, les tuyaux, les escaliers, tout ça. Il se passe tellement de choses. Essentiellement, peinture, installation, exposition temporaire. Il y a une chose amusante. En ce moment, il y a Wilfredo Lam, qui est dans les étages. Et quand j'ai filmé à Cuba, il y a beaucoup de ces peintures qui étaient chez des amis ou des gens que je photographiais. Donc, il y a ce grand centre d'art avec la photographie à qui on a donné cette très belle salle. Et Clément Chérou, avec une autre conservatrice, Carolina Lavandowska, ils sont tombés là-dessus chez moi. J'étais très étonnée parce que j'ai fait des photographies pendant 60 ans et celle-là n'avait pas pour mission d'être sur les murs. Mais ils ont piqué là-dessus en se disant on va pouvoir mettre dans une seule pièce des images de mon époque de photographe et un film qui en est sorti mais qui en fait indique que j'ai été surtout cinéaste et pendant beaucoup d'années. Alors ils ont accroché les photos là au mur d'une façon un peu dansante, c'est assez amusant. Je suis venue voir un petit peu et les visiteurs en fait ils se précipitent pour voir le film. En fait, parce que ça bouge, c'est attirant. Alors il viennent beaucoup plus près du banc et peut-être qu'après ils regardent les images d'origine, je ne sais pas, c'est amusant de savoir que quand il y a quelque chose qui brille ou qui bouge, ça attire, plus que tout. Alors, Sylvie a programmé au mois de décembre des films ou bien où j'ai utilisé la photographie ou traité de la photographie. Par exemple, une expérience intéressante que j'ai faite en 82. J'avais fait une photographie en 1954 sur la plage de Normandie, une composition. Et cette image que j'avais faite était restée très forte dans mon esprit. Et 25, 27 ans après, je sais pas, en 82, j'ai repris cette image et j'ai essayé d'en sortir tout ce qu'on pouvait en sortir. C'était un dimanche sur la côte au bord de la Manche. Quand j'ai fait cette photographie sur un appareil à plaque, j'ai vu l'image à l'envers sur le dépoli. L'homme planté par la tête en bas à droite, l'enfant centre-droite au lieu de centre-gauche, et la chèvre planant dans un ciel de météores comme un signe du zodiaque. Et pourtant, je l'avais d'abord aperçu du haut de la falaise, couché sagement,
assommé sans doute par sa chute. Une chèvre morte, c'était un sujet en or. Un sujet de composition, comme j'aimais les faire à l'époque. Nature morte, ou paysage avec figures, comme disaient les peintres anciens. Des figures, c'est-à-dire des personnages nus dans la nature. Ici, un enfant et un homme, mes modèles. Si la chèvre était née et morte à Saint-Aubin-sur-Mer, l'enfant était né à Daigne et l'homme à Alexandrie. Il n'avait jamais vu cet enfant jusqu'à ce dimanche sur la plage. Et moi, je n'ai pas revu l'Égyptien depuis ce jour-là. Ça fait combien de temps Quoi? Ça fait combien de temps que je t'ai pas vu, toi? Ça fait, je ne sais pas, 28 ans, 26 ans. Quelque chose comme ça, oui, je crois que c'est ça. Où étaient les gens maintenant? Est-ce que je savais ce qui se passait ce jour-là en France? D'ailleurs, c'était la chute de Dien Bien Phu, qui est quand même une chose importante. Et comment j'étais venue là, et qui était ce petit garçon, qu'est-ce qu'il était devenu? C'est-à-dire que pour moi, chaque photographie est une énigme. Alors, je me suis amusée à en faire un film qui répondrait à cette énigme. Mais chaque image arrêtée pose des questions. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait après? Alors qu'on accepte les films, on ne se dit pas que ce sont des millions d'images fixes qui ont été collées. Donc ici, dans cette salle, il y a cette espèce d'ambiguïté entre l'image qui va se mettre à bouger et le film. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu dire dans la mesure où j'ai été comme ça pendant longtemps, un pied dans la photographie, un pied dans le cinéma. Sinon que j'aime pas beaucoup les barrières ni les frontières, et entre photographie et cinéma, je ne fais pas particulièrement de barrières. Et entre cinéaste et artiste, parce que je fais maintenant des installations, je ne fais pas non plus de barrières. Donc j'utilise tout. J'essaie de faire une grande réconciliation entre le noir et blanc et la couleur, entre les photographies argentiques et les photographies numériques, entre le cinéma de fiction et le documentaire. J'ai toujours fait un peu comme ça. J'ai essayé que mes films de fiction aient une texture documentaire et que mes documentaires donnent envie de connaître les personnes qui sont dedans, comme si c'était des personnages. Des photographies, j'en ai faites, et d'ailleurs j'ai exploré dans d'autres films qu'est-ce qu'on pouvait faire de la photographie. Et j'ai fait même une série pour FR3. C'était la 3e chaîne dans les années, je crois, en 82. Le Centre national de la photographie présente. J'avais inventé cette idée de 1 minute pour une image, c'est-à-dire 1 minute de commentaire sur une image silencieuse. Donc il y a du silence, il y a une personne qui parle 1 minute, puis du silence. C'est un type à la mairie au rôle maritime qui a écrit Ganacho avec une belle plume. Et même le mot de rôle, le fascicule maritime, contient toute une vie extraordinaire que nous n'aurons jamais, nous. Ce qui est touchant sur cette photo, touchant et concret, visible, ce sont ces mains usées qui tiennent le document qui est aussi usé. On a envie de préserver, ces mains de préserver ce papier d'identité. Puis il y a ce rose est dans tous les ports. Le port, nous, on le voyait uniquement en traversant les canaux pour aller à l'école, et c'était très magique pour nous. On ne se mélangeait pas avec les fils de pêcheurs. J'imagine que c'est le fils Ganacho qui tient les papiers du père Ganacho, et qu'il en reste que ça, et parce qu'il a disparu en mer, sûrement. Je sais pas, moi, de mon père, il ne me reste que des papiers, et j'ai imaginé beaucoup de choses après sa disparition, par des petits carnets qu'il avait, par des papiers, par son portefeuille, Bon. L'idée, c'est qu'on ne disait pas de qui était la photographie, ni qui parlait. Oh, il y avait des voix reconnaissables, mais quand même, ça mettait les gens devant leur poste de télévision. Ça passait le soir vers 23h, juste avant le journal. Et il y en avait qui, la photographie disait, tiens, qui a pu faire ça, qui est ça? Et puis, par exemple, il y avait, je ne sais pas, une image de Douaneau avec un enfant qui a un pain, et il y avait une voix, un peu de campagne comme ça. Et en fait, c'était une boulangère.
qui commentait la photographie pendant 1 minute. Et puis on revoyait la photographie simple, et les gens se disaient, tiens, moi j'aurais pas dit ça, j'aurais dit autre chose. C'était un exercice amusant et j'en ai fait 170. En fait, ça dure 2 minutes, parce qu'il y a le temps d'entrée, le silence, la photographie commentée, et un peu plus. Et je me souviens quand il les montrait à la télévision, il y avait des gens qui téléphonaient en disant « Est-ce que c'est cassé ?» Parce que l'idée de montrer 8 à 10 secondes silencieuses à la télévision choque complètement les gens qui regardent, comme s'ils étaient incapables de regarder dans le silence une image. Ce qui est tout à fait intéressant à découvrir. Et moi, j'aime le silence qu'il y a dans une image. Et j'aime le fait qu'on peut s'y perdre tout en se posant des questions, mais qui était-ce, qu'est-ce qu'il faisait? J'ai fait un autre film là-dessus d'ailleurs. Des gens, un instantané, qui sont-ils, d'où viennent-ils? Donc c'est un exercice où je choisissais les commentateurs, mais les photographies étaient choisies par album, par des personnes en qui j'avais confiance, Cartier-Bresson par exemple, ou bien Robert Delpire, ou Sarah Moon parce qu'elle voulait des anonymes, ou bien, qui j'ai demandé, le peintre Monori, qui n'avait choisi que des catastrophes, ou, je ne sais pas, d'autres gens. Et moi-même, j'avais fait une série. Alors, la série était choisie par quelqu'un, donc c'est pas tout moi, mais moi, je choisissais les commentateurs. Il y avait des fois d'agréables surprises, quelquefois des espèces de décalages amusants entre ce qui était montré et ce qui était dit. Une des plus amusantes, c'était une photographie fille d'un pays lointain où on voyait des noirs et un grand peigne, quelqu'un qui va grand. Alors, j'avais demandé à mon coiffeur, je veux dire, il va parler du peigne. Il a dit, oui, tous ces photographes qui vont si loin et qui se font de l'argent sur le dos des pauvres. Tout d'un coup, c'était un commentaire tout à fait judicieux, mais qui n'était pas attendu donc, du coiffeur. Donc, c'était une expérience passionnante pour moi. Cette série, qui est un exercice, une sorte de variation sur que peut-on dire d'une image, dont je dis toujours qu'elles tiennent toutes du mystère, du questionnement, de l'imaginaire et du vrai, eh bien, elles vont être montrées, toutes ces photographies, toutes ces minutes pour une image. Donc, il y aura 170 minutes pour une image. J'aime beaucoup cet aller-retour de la pensée et de l'œil quand on regarde une photographie. Donc, expérience intéressante pour moi, sans doute pour les conservateurs aussi, et peut-être pour les visiteurs. Je suis devant une série de photographies qui sont un petit peu étranges, puisqu'il y a une série qui, si en fait on la refilme, ce que j'ai fait en 1962, ça devient une sorte de cinéma animé, mais brusque comme ça. El Queenie, el Queenie, el Queenie, el Queenie. Entre chaque photographie, il fallait armer 2 fois le Leica, et ça crée un rythme très, en fait, très dansant. Il s'agit d'une danse, d'un cha-cha-cha, performé par les élèves de l'école de Cuba, l'ICAIC, Institut cubain d'art cinématographique. Et c'est cet institut qui m'avait invité à venir à Cuba en 62, fin 62, et j'y suis restée début 63. Et j'ai fait des centaines, peut-être des milliers de photographies, dans le but précis de faire un film. Ce film s'appelle « Salut les Cubains », en référence d'ailleurs à l'époque de « Salut les copains », qui était si célèbre. Il y a justement sur le programme, sur la couverture du programme, une jeune fille, là, qui s'appelait Sarita Gomez, qui s'habillait en militaire, parce que c'était un petit peu la mode, mais qui danse avec un charme et un déhanchement tout à fait charmant. Elle avait été assistante de Aléa, et on a proposé qu'elle m'accompagne à Santiago de Cuba, dont elle était originaire. Donc j'ai passé 3 jours avec elle dans la campagne et à Santiago. Elle était tout à fait intéressante et passionnée de cinéma, et elle s'est mise à faire des documentaires sous le nom de Sarah Gomez. Et je suis très contente que Sylvia Prat ait pu trouver des copies de son travail, car on verra un film qu'elle a fait avec sa famille, et un film très intéressant de certaine manière, où
Elle essayait quelque chose que j'ai toujours aimé faire, mélanger de la fiction et du documentaire. Le documentaire s'occupe d'une région, d'un quartier où les habitants ont décidé de prendre en main la construction, etc. Mais elle y a installé une histoire d'amour. Et cette navigation entre fiction et documentaire est tout à fait mon goût. Malheureusement, cette jeune femme douée, après avoir eu 2 enfants, est morte très très jeune d'une crise d'asthme. Mais je suis très contente que vous l'ayez mis en couverture parce qu'elle est belle comme tout et pleine de vie et d'énergie. Évidemment, Cuba, dans les années 62, 63, était une île où on sentait la joie de la révolution, l'espoir de ce qui arrivait, un courage parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à manger, mais une incroyable énergie pour que la culture soit vigoureuse. Il y avait beaucoup de concerts. Il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés vu qu'ils voulaient lancer un cinéma vigoureux, contemporain, moderne. Et ici, on va montrer, Sylvie va montrer Aléa. On montre un film qu'il a fait 20 ans après, que tout le monde connaît, Fraises et chocolat. Et Les 12 chaises. Ce programme cubain, en rapport avec les années où j'étais là-bas, est très important pour moi parce que il montre à quel point j'ai eu le plaisir de rencontrer une révolution, y compris dans le cinéma. C'était vraiment un cinéma vigoureux et intéressant.